Malgré l'écran suet une néant, c'est pour mieux nous manger enfants. Et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Et tout de suite, vous pouvez suivre l'émission Intifada, une émission consacrée évidemment aux événements palestiniens, à son histoire tragique, etc., etc. Et on a l'immense honneur, un truc qu'on dit jamais habituellement, mais enfin, de recevoir aujourd'hui deux personnages, le mari et sa compagne, enfin le compagnon et sa compagne, Pierre Stamboul, qui est un militant coprésident du JFP, l'Union juive française pour la paix, voilà, qui se bagarre depuis pas mal de temps pour alerter le monde sur ce qui se passe en Palestine. Et maintenant, on va laisser la parole à Pierre Stamboul. Eh ben, bonjour à toutes et à tous, et vraiment merci à Radio Libertaire. Comme tu l'as dit, je suis un des coprésidents de l'Union juive française pour la paix. Notre mouvement s'est fondé il y a maintenant plus de 20 ans, 1994. Au début,
c'était un petit peu sur les bases, nous on est des juifs propres sur nous, on n'a rien à voir avec un crime qui se commet en notre nom. Et puis on s'était découvert comme juifs parce qu'on voulait pas laisser le J aux sionistes et aux meurtriers de Tsahal. Et puis assez rapidement on a découvert la réalité qu'il y a là-bas, qui s'appelle occupation, colonisation, apartheid, racisme décomplexé, nettoyage ethnique, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et puis on a commencé à aller en Palestine, où on a découvert ce que ça veut dire de l'intérieur, cette situation-là. Et notamment, Sarah, ma compagne, a vécu à Gaza 2 ans. Moi, j'y suis allé 2 fois. Donc on est retourné à chaque fois assez bouleversé de ce qu'on voit. Le livre que j'écris, qui n'est pas le premier, j'en ai écrit plusieurs avant, il arrive à un moment un petit peu charnière, c'est-à-dire à un moment où vraiment la destruction de la société palestinienne est passée à une nouvelle étape, à une étape beaucoup plus franche de ce que Ariel Sharon appelait finir la guerre de 1948, c'est-à-dire ce qui était le projet initial du sionisme, enfermer les Palestiniens dans des réserves indiennes ou dans des bantoustans selon le modèle qu'on veut utiliser, et absolument coloniser tout le reste, et où en même temps on sent en France, en Europe et dans le monde, des fractures assez importantes dans l'opinion qui commencent à réaliser qu'elle a en face d'elle un projet suprémaciste, un projet raciste, un projet qui ressemble totalement à ce qu'a été le projet de l'apartheid sud-africain en son temps, et où par exemple en France des sondages montrent qu'une très nette majorité de l'opinion commence à penser que l'écrasante responsabilité de la situation là-bas, c'est la direction israélienne, et que cet État devrait être puni. Donc j'écris ce livre à ce moment-là, avec en même temps une certaine impatience face à notre incapacité à passer à la vitesse supérieure, à être capable véritablement de porter des coups à ce régime. On le fait aussi en tant que juif, parce que quelque part, si on est un peu attaché à notre culture d'origine, ce qui se passe là-bas est obscène pour notre mémoire et notre identité. Et donc il y a un petit peu tout ça dans le livre. Je voudrais que le mouvement de solidarité arrive à passer un cap. Alors dans ce livre, d'abord la préface, c'est tout à fait volontaire. Il y a 2 préfacières, Il y a Moussab Bachir, qui est un Gazaoui que moi j'ai connu là-bas, qui a passé 6 ans en prison, comme alors qu'il n'a que 36 ans, hein, qui vit aujourd'hui à Beyrouth, et qui donne une préface de qui incarne un petit peu cette nouvelle gauche palestinienne, très franchement partisan d'un seul État laïque et démocratique où tout le monde vivrait à égalité, qui assène des coups au sionisme. Il a écrit un article retentissant où il compare les lois raciales du sionisme aux lois du nazisme. Il ne s'agit pas de dire que le sionisme était exterminateur comme le nazisme, mais les lois raciales qui fondent l'État d'Israël, elles sont tout à fait, dans la façon de définir qui a des droits et qui n'en a pas, elles sont tout à fait comparables aux lois du Troisième Reich. Et la deuxième préfacière, qui d'ailleurs sera là, je signale donc que je présenterai mon livre ce soir à la Maison des Associations à 7h30 dans le 13e arrondissement, rue Caillot. Et elle sera là d'ailleurs ce soir, la deuxième préfacière, elle est franco-israélienne, c'est Éléonore Merza. Avec son mari Eitan Bronstein, ils ont fondé un mouvement en Israël qui s'appelle Decolonizer et qui recherche justement, c'est tout à fait le thème du livre, la mémoire de la Nakba et la mémoire des centaines de villages qui ont été rasés en 1948-49 avec interdiction de retourner. Et elle dit, un petit peu comme moi, que moi je dis souvent le sionisme est un crime contre les Palestiniens et un suicide pour les Juifs, et elle dit que Israël ne sera jamais libre tant qu'elle ne se sera pas libérée de la Nakba, c'est-à-dire du crime fondateur qui a été l'expulsion des Palestiniens de leur propre pays.
Et avec son mari, ils écrivent en ce moment, et il sort aussi incessamment un nouveau livre sur la Nakba. Ils ont déjà sorti une carte de la Palestine où on voit en premier les centaines de villages palestiniens qui existaient, et on voit en dessous l'Israël qui s'est créé dessus et qui a essayé d'éradiquer leurs traces. Alors dans ce livre, j'ai abordé plusieurs passages. Le premier, c'est la fausse route qu'on a prise et que le mouvement de solidarité a pris au moment où il se constitue en France, au début des années 2000, et qui était l'histoire des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, ça a été une gigantesque mystification. Ça a été le moyen pour le rouleau compresseur colonial d'accélérer. C'est-à-dire qu'Israël, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont signé à Oslo? Ils n'ont jamais signé la création d'un État palestinien, ils n'ont jamais signé l'arrêt de la colonisation, ils ont juste signé l'heure d'ouverture des checkpoints, et surtout, ils ont signé que Israël n'assumait plus la responsabilité de l'occupation et donc le fait d'assurer la vie ou la survie des millions de Palestiniens occupés. Elle déléguait ça à l'autorité palestinienne dans une perspective d'une Palestine dont l'économie était détruite, qui ne pouvait vivre que des subsides de l'extérieur et donc avec tous les phénomènes inhérents de corruption et de clanisme. Et surtout, la principale chose qui a été signée à Oslo, c'est que c'est l'autorité palestinienne qui assurait la sécurité de l'occupant. On en voit aujourd'hui les conséquences. Quand on va là-bas, on va rencontrer des dizaines de Palestiniens qui nous disent nous aurions aimé avoir un ennemi et pas deux. Et du fait que certains ne se privent pas de traiter Mahmoud Abbas de Pétain. Et c'est sûr que dans cette situation-là, la Palestine n'a pas d'État, mais elle a une espèce d'autorité qui s'accroche jusqu'au bout à ce qui a été signé, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'occupant. Et la dernière chose qu'elle ne veut surtout pas rompre, c'est ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, qui fait que c'est elle qui arrête les opposants, ou c'est elle qui assure, entre guillemets, la sécurité en Cisjordanie, puisque l'autorité palestinienne n'a plus de pouvoir que sur ce territoire. Mais le Hamas à Gaza joue un petit peu le même rôle. Dans ce chapitre sur Oslo, je dénonce aussi une espèce de gigantesque illusion qu'il y a eu pour beaucoup. C'était l'idée qu'il existait des sionistes à visage humain, qu'il existait une gauche sioniste. Pour moi, gauche et sioniste, c'est un oxymore absolu. Le sionisme est une idéologie raciste. Et sur l'idée qu'il y avait une gauche sioniste qui aurait été moins coupable que aujourd'hui l'extrême droite décomplexée qu'on a au pouvoir en Israël. Or, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel cette gauche sioniste n'est pas solidement responsable, à commencer par la Nakba elle-même. C'est Ben Gurion au pouvoir, c'est le plan d'Alet qui prémédite l'expulsion des 800 000 Palestiniens. 1956, l'attaque impérialiste contre l'Égypte, c'est Moshe Dayan qui est à la manœuvre. 1967, maintenant, les historiens ont bien expliqué qu'Israël n'était pas du tout encerclé et que c'était une guerre complètement asymétrique avec une puissance beaucoup plus grande, et surtout que dès le départ, la colonisation de la Cisjordanie était préméditée. C'est Levi Eshkol, un gouvernement travailliste, c'est Yigal Allon, ministre travailliste, qui déclenche la colonisation, qui va lui-même aller chercher les rares sionistes religieux pour aller peupler les premières colonies qui sont créées dès 1967, notamment à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, autour du mur des Lamentations. Et après, on va trouver des éminents dirigeants de la, entre guillemets, gauche sioniste dans tous les crimes. Fouad Ben Elizer, secrétaire du Parti travailliste, c'est un de ceux qui va construire le fameux mur qui balafre la Cisjordanie. Amir Peretz, secrétaire général du Parti travailliste, c'est lui qui déclenche l'offensive contre le Liban en 2006. Plomb durci 2008, c'est Ehud Barak. On pourrait continuer comme ça sans fin. Tous ceux qui ont cru et là j'en parle notamment parce que je suis chez les libertaires, au kibbutz, lire Shlomo Sand, qui explique bien que le kibbutz a été un instrument de conquête parce que la colonisation individuelle
de la Palestine, mandataire à l'époque, était impossible avec une colonisation individuelle. On ne pouvait pas acheter les terres tout seul. Donc le kibbutz, où est-ce qu'on les a fabriqués? Dans les zones frontières, là où il y avait beaucoup d'Arabes, en Galilée, au nord du désert du Negev. Et puis dans ce kibbutz, c'était un socialisme raciste, puisque si jamais un kibbutznik avait l'idée incongrue de tomber amoureux d'une Palestinienne, ils étaient expulsés tous les deux du kibbutz. Donc voilà, sortir de... Et aujourd'hui, les kibbutz, leurs cantines sont privatisées, ils sont cotés en bourse et ils fabriquent des gilets pare-balles et des munitions. Donc sortir de ce mythe qu'il aurait existé à l'intérieur du sionisme, une forme de socialisme, ça c'est tout à fait faux. Oslo a divisé complètement la société palestinienne, puisque Oslo ne s'est adressé que aux habitants des territoires occupés, en enterrant pour très longtemps la situation quasi désespérée des réfugiés palestiniens qui sont hors de Palestine, ceux du Liban, ceux de Jordanie ou ceux de Syrie et ceux qui sont beaucoup plus loin. Et puis Oslo a créé le mythe de l'existence d'un processus de paix. Tous les processus diplomatiques qui ont eu lieu depuis 1994 étaient des exigences de la part de la communauté internationale que les Palestiniens capitulent sur leurs revendications essentielles, et notamment sur le droit au retour des réfugiés, mais pas seulement, sur Jérusalem, sur l'arrêt de la colonisation. Dans un deuxième chapitre, je l'avais déjà abordé complètement dans un livre précédent, la question du sionisme. Au début de mon militantisme dans l'UJFP, on est au tout début des années 2000, il n'y avait pas du tout dans le mouvement de solidarité un consensus pour poser la question du sionisme. Et même dans l'UJFP, on était très nombreux, mais on n'était pas forcément majoritaire. Des gens me disaient ce que tu dis sur l'histoire et sur le sionisme, c'est vrai, c'est intéressant, mais ça n'a pas grand intérêt puisque le sionisme avait pour but de créer l'État d'Israël et que l'État d'Israël existe. Donc on est dans une autre période. Je crois que plus personne ne peut dire ça. Le sionisme, et d'ailleurs la Nakba, sont toujours complètement à l'œuvre. On ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Palestine sans poser profondément la question de cette idéologie. Et profondément, on doit être persuadé que de la même façon qu'on ne pouvait pas avoir un compromis en Afrique du Sud sans décréter la fin de l'apartheid, il n'y aura pas de compromis juste sur cette guerre-là sans la fin du sionisme. C'est-à-dire qu'imaginer qu'il puisse y avoir une paix juste avec le maintien de cette idéologie suprémaciste et raciste, c'est impossible. Alors qu'est-ce que c'est que le sionisme? C'est plein de choses à la fois et on aurait tort de vouloir en décortiquer un seul morceau. Bien sûr, c'est un colonialisme et il se crée aux alentours de 1900, à un moment où l'idéologie colonialiste est archi-hégémonique, y compris dans la gauche. Louise Michel avait été la rare en Nouvelle-Calédonie à comprendre et à se solidariser avec les Kanaks, alors que même la majorité des déportés de la commune s'étaient solidarisés avec le colonisateur. Dans la gauche, à l'époque, il y a majoritairement l'idéologie que le colonisateur apporte la civilisation aux colonisés. Bon, l'idée dominant-dominé et tout, elle a été bien rare à l'époque, et je signale justement que Louise Michel était une extraordinaire exception. Mais le colonialisme sioniste, il est particulier. Il ne vise pas, comme le colonialisme français en Afrique, au Maghreb notamment, à asservir le peuple colonisé, il vise à l'expulser et à le remplacer. Le sionisme a été un nationalisme, il naît au moment où il y a l'explosion de tous les nationalismes en Europe, mais il a aussi les particuliers. Quand les trois grands empires autrichiens, russes et ottomans commencent à faiblir, il y a toute une série de nationalismes qui vont éclore. Le sionisme a ceci de particulier qu'il n'a pas de territoire, que même dans la zone de résidence de l'Empire russe, les Juifs forment au maximum 10% de la population, et donc le sionisme va inventer le peuple, la langue et la terre, ça fait beaucoup quand même, parce que je partage avec Shlomo Sand l'idée qu'il n'y a pas de peuple juif, il y a des peuples juifs,
Il y avait un peuple séfarade, il y avait un peuple judéo-berbère, il y avait un peuple yiddish. Cela avait une langue, une culture. Mais dire que j'appartiens, moi je viens d'un pays disparu qui s'appelle la Bessarabie, qui maintenant est partagé entre Ukraine et Moldavie, mais dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite ou qu'un falacha, c'est complètement délirant. La langue, il y avait des langues juives, des langues qui étaient le ladino, le judéo-arabe, le yiddish, mais la langue hébraïque était interdite, même pour les religieux, elle était interdite en dehors de l'usage strictement religieux. L'invention de l'hébreu est une invention, et la terre, que ce soit les juifs laïcs qui se battaient pour l'émancipation sur place, ou que ce soit les juifs religieux, la religion juive est une religion messianique, et donc il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Les sionistes ont violé aussi une espèce d'interdit religieux. Donc tout ça, c'est une invention. Le sionisme est aussi une magnifique transposition. Les sionistes ont été dès le départ complices des antisémites avec l'idée que juifs et non-juifs ne pouvaient pas vivre ensemble. Le sionisme, c'est une théorie de la séparation. Les fondateurs du sionisme, Herzl en premier, allaient voir tous les antisémites européens en leur disant « Vous comme nous avons les mêmes intérêts qu'un maximum de juifs quittent l'Europe ». Ils avaient décrété que le vivre ensemble, surtout dans l'égalité des droits, était quelque chose d'impossible. En ce sens, le sionisme donne la pire réponse à l'antisémitisme, la réponse que la seule solution à l'antisémitisme, c'est la séparation. Donc c'est vraiment une négation de ce qui pour nous est notre histoire et notre aspiration numéro un, que tout le monde, je parle ça le jour où l'Aquarius erre en pleine Méditerranée et est rejeté par l'Italie et par Malte. Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits, quelles que soient nos identités réelles ou supposées. Et le sionisme a été dès le début un complice du colonialisme. La déclaration Balfour, par exemple, c'est Balfour, un antisémite avéré, quelqu'un qui avait prononcé des discours anti-juifs. L'antisémitisme est totalement dominant à cette époque, qui écrit à Lord Rothschild, un choix qui n'est pas neutre. On écrit évidemment à la bourgeoisie juive et on leur promet de leur donner une terre qu'on ne possède pas encore. Est-ce qu'il y a une opposition entre le Balfour antisémite et le Balfour pro-sioniste? Aucune. Pour ces gens-là, les Juifs, je vais reprendre les mots d'Hannah Arendt, étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie, et le sionisme a volontairement utilisé ce rôle-là. En même temps, on ne comprendrait pas le succès du sionisme parmi les Juifs si on ne voit pas qu'il a raconté une histoire fantastique qui pourrait être appelée l'exil et le retour, avec l'idée, il y a eu autrefois un grand royaume juif unifié, nous avons été chassés il y a 2000 ans de chez nous, et grâce au sionisme, nous rentrons chez nous. Quand on interviewe les Israéliens, c'est ce qu'ils nous disent, et quand on regarde les livres scolaires en Israël, c'est ce qu'ils disent. Toute cette histoire est un foutage de gueule. Puisqu'en plus je suis chez des libertaires, je ne vais pas hésiter à dire que la Bible n'est pas un livre d'histoire, que les Hébreux ne sont pas arrivés de Mésopotamie, il n'y a pas la moindre trace de quelque chose qui ressemblerait à l'aventure d'Abraham. Ils ne sont ni rentrés ni sortis d'Égypte. Il n'y a pas la moindre trace de ça. Et l'Égypte était une nation puissante à l'époque. Il y avait des garnisons partout dans le Sinaï. Donc toute cette histoire d'errance et du cercueil du berceau sur le Nil, tout ça, ou de Joseph, ministre du Pharaon, ça n'a pas existé une seule minute. La conquête sanglante de Canaan dans la Bible, qui est l'ouvrage sur lequel s'appuient les colons pour dire Dieu nous a donné cette terre, les Hébreux ne se sont pas conquis eux-mêmes, c'était un peuple autochtone, donc les trompettes n'ont jamais sonné à Jéricho et ce fameux nettoyage ethnique n'a jamais existé. Même le royaume de Salomon et David que j'ai appris moi dans les livres d'histoire, il y a pratiquement aucune trace d'un royaume unifié, et Jérusalem était un petit village de l'âge de fer à cette époque. Les premières traces historiques, c'est
un petit texte sous le pharaon Ménephta qui parle d'Israël comme d'un peuple vassal, et les premiers royaumes historiques sont les royaumes d'Israël qui sera détruit par les Assyriens, et de Judée qui sera détruit par les Babyloniens, mais on est beaucoup plus tard. Plus tard, les sionistes disent les Titus a pris Jérusalem, ce qui est vrai, détruit le temple, et des centaines de milliers, disent-ils, des millions de juifs se répandent partout dans le monde, et nous serions leurs descendants et nous rentrons chez nous. Il n'y a pas la moindre trace de ça. La religion juive était déjà dispersée très largement autour de la Méditerranée et en Orient. Donc les juifs sont assez massivement des descendants d'aujourd'hui, des descendants de convertis de différentes époques. Moi qui suis ashkénaze, je suis probablement issu des juifs de l'Empire khazar. Là, on est au 9-10e siècle après Jésus-Christ, qui étaient majoritairement des Slaves dans un empire dont l'aristocratie était turque. Les juifs du Maghreb sont des Berbères. Et nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Les descendants de ces Judéens sont majoritairement ceux qui n'ont jamais bougé, c'est-à-dire les Palestiniens, qui auront été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, ou les trois à la fois. Donc il y a derrière l'idéologie sioniste, toute cette théorie de l'exil et du retour, ce que j'appelle dans mon chapitre un mythe meurtrier. Tu vas te faire des copains. Mais bon, ça, beaucoup de gens l'ont dit avant moi. Shlomo Sand, quand il écrit comment fut inventé le peuple juif, l'explique assez bien. Et il y a eu en Israël depuis des gens qui, voulant montrer que Sand s'est trompé, ont cherché dans des espèces de recherches qui rappellent des choses assez nauséabondes, un chromosome ashkénaze. Les rares recherches qui ont lieu là-dessus aboutissent au fait que le chromosome moyen ashkénaze, il est caucasien, ce qui confirme bien l'hypothèse que voilà. Et donc du coup, on a inventé toute une histoire officielle en Israël, de l'idée de l'exil et du retour, et de l'idée que Israël aurait été toujours central dans l'histoire juive, ce qui est faux. Aussi bien d'un point de vue religieux que d'un point de vue culturel, le centre de la vie juive, c'est le centre des différentes communautés qui se sont constituées, les principales étant la communauté espagnole, qui a donné des grands intellectuels comme Maïmonide et tout, ou la communauté polonaise et ukrainienne plus tard, ashkénaze, mais voilà, que ce soit les rites religieux, que ce soit les intellectuels, que ce soit la culture, que ce soit la musique, que ce soit la cuisine et tout, elles se sont formées là où vivaient les Juifs, répartis un petit peu partout dans le monde, et certainement pas en Palestine, où en plus, entre la dernière grande révolte juive, celle de Bar Korba, au IIe siècle après Jésus-Christ, et le début d'une émigration vers la Palestine à la fin du XVIIIe siècle, en gros, 3% de la population palestinienne était juive, avec environ 15 à 20% de la population qui était chrétienne, et les autres qui étaient musulmans, et les trois communautés vivant globalement en bonne harmonie. Aujourd'hui, on essaie de réinventer en Israël l'idée que l'ennemi c'est le musulman, que de tout temps les musulmans auraient persécuté les juifs. L'histoire est têtue, mais ça va être les deux chapitres suivants. L'antisémitisme, c'est bien une invention chrétienne et européenne. On va faire une pause musicale. Said the burgomeister about the camp on the edge of town. It was Hitler and his crew that tore the German nation down. We saw the cattle cars, it's true. Maybe they carried a Jew or two. They woke us up as they rattled through. But what did you expect me to do? We didn't know it all. We didn't see a thing. You can't hold us to blame. What could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us. We didn't know. We didn't
didn't know, said the congregation, singing a hymn in their church of white. The press was full of lies about us, preacher told us we were right. The outside agitators came, they burned some churches and put the blame on decent southern people's name to set our colored people aflame. And maybe some of our boys got hot and a couple of niggers and reds got shot. They should have stayed where they belong, and preacher would have told us if we'd done wrong. We didn't know it all, we didn't see a thing. You can't hold us to blame, what could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us, we didn't know. We didn't know, said the puzzle voter, watching the president on TV. I guess we got to drop those bombs if we're gonna keep South Asia free. The president's such a peaceful man, I guess he's got some kind of plan. They say we're torturing prisoners of war, but I don't believe that stuff no more. Torturing prisoners is a communist game, and you can bet they're doing the same. I wish this war was over and through, but what do you expect me to do? We didn't know it all, we didn't see a thing. You can't hold us to blame, what could we do? It was a terrible shame, but we can't bear the blame. Oh no, not us, we didn't know. Voilà, c'était We Did Not Know, une chanson interprétée par Tom Paxton. Ouais. Pourquoi cette chanson ? Je l'ai mise à la fin du livre, donc nous ne savions pas. C'est une chanson de Tom Paxton, c'est un chanteur des années 60, même s'il est toujours vivant, qui a énormément écrit sur la guerre du Vietnam. Enfin, au moment des, il est moins connu que Dylan ou John Baez, mais moi j'aime plus parce qu'il a il est beaucoup plus dur, il attaque beaucoup plus profond, et c'est sur tous ceux qui disent nous ne savions pas. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la question palestinienne et sur ce qui se passe en Palestine, il y a une espèce de volonté de ne pas voir qui est insupportable. Donc c'est pour ça que le livre se termine par cette chanson. En plus, je joue de la guitare, j'ai un peu appris l'anglais sur le folk militant américain. Et je pense que c'est bien de se remémorer ça 50 ans après, qu'il y a des gens qui se sont battus à cette époque. Si la guerre du Vietnam s'est arrêtée, c'est parce qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a eu toute une jeunesse qui a fini par mettre en danger le système s'il continuait la guerre. Donc il y a aujourd'hui en Israël des gens extrêmement courageux, même très peu nombreux, qui luttent contre le sionisme et qui luttent contre leur propre État. Il y a des gens en Palestine extrêmement courageux qui luttent pour que leur société s'écroule pas. Voilà, on n'a pas le droit de ne pas savoir. Magnifique. Bon, on va. Si tu veux boire un petit coup de flotte, parce que c'est. Ça va. Après. Bon, on poursuit, Dominique, bien sûr. Oui, on va poursuivre, bien sûr. Voilà, les chapitres. Il y a 2 chapitres que j'ai mis sur l'antisémitisme. Alors, d'abord parce que l'antisémitisme, c'est un peu mon histoire intime, hein, ma famille maternelle, la seule survivante a été ma mère parce qu'elle était en France dans la résistance communiste, dans la clandestinité à Paris, mais ses pères, mères, frères, sœurs qui sont restés en Bessarabie sont des disparus. Ils n'ont pas été déportés, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont tous disparu, sauf un frère qui a pris une balle dans la tête à Stalingrad. Lui, il s'était engagé dans l'armée rouge. Et du côté de mon père, également, énormément d'oncles, de cousins et tout. Il était fils unique, mon père, ont disparu. Lui, mon père était dans le groupe Manoukian. Il a été un des rares survivants. Il a été déporté à Buchenwald parce que les nazis ne savaient pas que Stamboul est un nom juif. Et sa compagne de l'époque, elle est morte à Auschwitz. Et mon père m'avait raconté ce que c'était en Roumanie, entre les 2 guerres, de se frotter aux gardes de fer, les antisémites roumains. Donc voilà, c'est un peu mon histoire intime. Et en même temps, aujourd'hui, on a un régime d'extrême droite, décomplexé, admirateur de toutes les thèses et de toutes les pratiques de l'extrême droite qui a mené au fascisme et au nazisme, qui brandit l'antisémitisme dès qu'on critique Israël. Alors j'ai écrit donc 2 chapitres là-dessus. Je commence par l'idée que ce n'est pas une fatalité qui est tombée sur les Juifs.
L'antisémitisme a une histoire très longue qui est d'abord une histoire chrétienne. Pendant presque 15 siècles, on va avoir ce qu'on appelle l'antijudaïsme chrétien. Il faut comprendre que dès le début de l'Empire romain, la religion romaine s'affaiblit et toute une série de religions sont en concurrence. Parmi elles, il y a le judaïsme, et à l'époque de Trajan, on peut penser que sans doute 10% de la population de l'Empire romain était juive, mais c'était des convertis, des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Gaulois. On retrouve des synagogues absolument partout dans l'Empire romain, jusqu'au mur d'Adrien, à Sardes, à Doura Europos sur l'Euphrate à la frontière irakienne, à Djerba. Tout ça, ce sont des synagogues qui datent de l'Empire romain. Et puis, en concurrence avec l'Empire romain, il y a le culte d'Isis, le culte de Mitra qui lui vient de Perse, et le christianisme qui au début est une dissidence du judaïsme. Quand le christianisme l'emporte en plusieurs étapes, mais définitivement à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, le judaïsme qui jusque-là était prosélyte va devenir une religion persécutée. Et du fait qu'il est persécuté, il va cesser d'être prosélyte, et les chrétiens vont décréter contre les juifs toute une série d'interdictions. Il y a d'abord des stéréotypes racistes, le peuple déicide, la volonté de diriger le monde, et ils vont les obliger à vivre entre eux, donc ça va être dans des quartiers réservés qui prendront plus tard le nom de Juderias en Espagne, de ghetto à partir du Moyen-Âge, c'est le nom d'un quartier de Venise en Europe, et surtout, on va leur interdire toute une série de métiers et on va leur interdire la possession de la terre. Alors évidemment, la possession de la terre, c'était quand même la principale richesse au Moyen-Âge. Et au contraire, on va utiliser les Juifs dans des métiers qui sont interdits aux chrétiens. L'usure et la banque. Alors surtout ne pas croire que la majorité des Juifs étaient usuriers ou banquiers. Il y en avait quelques-uns qui étaient usuriers ou banquiers. La grande majorité étaient commerçants, colporteurs, avaient des petits métiers. Mais du fait que la banque et l'usure, c'était les Juifs, ça permettait régulièrement aux souverains chrétiens, de temps en temps, de les expulser, de surtout les piller. Donc on va... Exactement. Vous allez à Kaisersberg en Alsace, vous voyez, dans ce quartier était l'ancien quartier juif, les Juifs ont été massacrés en 1300 et quelques, je me rappelle plus, par la population pour ne pas payer ses dettes, quoi. Et on va avoir assez régulièrement des massacres qui vont commencer, les premiers grands massacres, c'est la première croisade. Avant d'aller régler son compte aux infidèles musulmans, on a réglé son compte aux infidèles juifs. La première croisade massacre les juifs qui vivaient dans la vallée du Rhin, qui étaient assez nombreux. Et dans tout le Moyen-Âge, on a assez régulièrement des pogroms, des massacres, qui souvent viennent de la population. Au début, les souverains sont pas très d'accord parce qu'ils ont besoin des Juifs justement pour la banque ou l'usure. Après, ils vont laisser faire ou ils vont eux-mêmes le faire. En France, il va y avoir 7 ou 8 expulsions de Juifs, alors qu'il y avait eu un grand judaïsme français, Rachid de Troyes ou des intellectuels de ce genre-là. Et Saint-Louis va être un grand pogromiste. Le résultat, c'est que au moment de la Révolution française, il n'y a plus de Juifs en France, sauf dans les régions périphériques qui ont été annexées tardivement à la France, Bayonne, le comtat venessin ou l'Alsace. Donc cette tradition d'expulser les Juifs, les deux grands moments très tragiques du judaïsme dans l'Europe chrétienne, c'est l'Espagne. Il y a un massacre qui commence en 1391 en Espagne, où à peu près 10% de la population était juive, et qui va se terminer un siècle après avec l'expulsion de 1492. En gros, une centaine de milliers de juifs espagnols auront été tués. Une petite moitié se sera convertie au judaïsme, au christianisme, et les autres vont s'exiler, contraints et forcés. La majorité ira au Maghreb ou dans l'Empire ottoman, une petite minorité ira en Hollande. Et nouveauté de l'Inquisition espagnole, elle poursuivra les Maranes, ces chrétiens convertis, qui étaient des juifs d'origine, au nom de la limpieza de sangre, de la pureté du sang. Donc ce sera une espèce de 3 siècles avant le nazisme, on commencera à rechercher qui a du sang juif pour les poursuivre ou les brûler.
Et puis les autres grands massacres auront lieu là où va se déplacer le grand centre de la vie juive, en Europe orientale. Dès le XVIIe siècle, le cosaque Khmelnytsky va tuer une centaine de milliers de juifs et il y aura de très nombreux pogroms qui auront lieu en Pologne, dans les pays baltes et en Russie blanche, là où s'est déplacé le centre de la vie juive. Et puis, à cet anti-judaïsme chrétien, va succéder à partir de 1850 ce qu'on peut appeler l'antisémitisme racial. C'est une époque où les grands empires sont en train de se décomposer, où il y a toute une série de nationalismes qui vont exploser, mais qui vont avoir en commun le rêve fou de créer des États ethniquement purs, et où le juif représente dans cette Europe orientale et centrale, l'élément impur, l'obstacle à la création d'États ethniquement purs. Et donc il va y avoir une espèce de consensus antisémite qu'on va trouver dans toute l'Europe, et aussi bien sûr en Europe orientale où dès 1880 c'est l'Empire russe lui-même qui va organiser les pogroms contre les Juifs, mais on trouve aussi un antisémitisme virulent en Europe centrale, en Allemagne et en Autriche, dès les années 1880, Vienne où 10% de la population est juive a un maire antisémite, et on trouve un consensus antisémite, y compris en France. L'affaire Dreyfus, où la moitié de la société française et beaucoup d'élites intellectuelles se révèlent antisémites. Mais l'affaire Dreyfus, en même temps, montre que c'est pas qu'une question juive. La moitié progressiste de la société française va se mobiliser pour le capitaine Dreyfus et finalement réussira à triompher. Il faut voir que dans cette période-là, la majorité des Juifs vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe, et dans cet Empire russe, les Juifs soumis à un antisémitisme virulent, majoritairement pour des raisons sociales, parce qu'ils sont prolétaires, parce qu'ils sont ouvriers, parce qu'ils sont colporteurs, vont abandonner... Et pas banquiers. Vont abandonner la religion, vont souvent devenir socialistes et révolutionnaires. On va trouver des Juifs en nombre dans toutes les idéologies révolutionnaires en Russie. On va en trouver chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les anarchistes, chez les socialistes révolutionnaires, et il y a même un parti ouvrier juif, athée, antisioniste, qui est le Bund, et qui, à la différence des sionistes, prône, dit que l'émancipation des Juifs, c'est pas avec un territoire, c'est avec l'égalité sur place, ce qu'ils appellent l'autonomie culturelle. Donc on a tout ce mouvement-là qui se déroule, alors que l'antisémitisme s'est développé de façon énorme en Europe orientale. Il va y avoir une espèce de consensus des élites antisémites. Je cite même des éminents français qui ont tenu des propos antisémites sans dissimulation. Le général de Gaulle, j'ai retrouvé des citations absolument où il parle des youpins quand il est envoyé par la Troisième République combattre les bolcheviks en Pologne orientale. Le commandant Cousteau, dont son frère était directeur de Je suis partout, mais lui-même a des propos absolument sans ambiguïté sur les Juifs. Et donc cette espèce de consensus idéologique, c'est lui qui permet le génocide nazi. Je montre aussi la force de l'idéologie antisémite à l'époque du génocide. Eichmann, à son procès, explique bien que, alors que la guerre pour les nazis est perdue, les trains venant de Budapest ou venant de Salonique pour Auschwitz sont prioritaires sur les trains qui ravitaillent le front de l'Est. Je montre aussi comment, dans le nazisme, des grands scientifiques nazis croyaient qu'il y avait une physique aryenne et une physique juive, heureusement d'ailleurs, parce que du coup, ils n'ont pas fait de recherche sur la bombe atomique, qui était réputée à Einstein, donc une physique juive. Je pose la question de quel droit les sionistes s'approprient le génocide nazi. Il y a eu une résistance juive au nazisme, qui a été essentiellement une résistance communiste et bundiste, mais les sionistes n'ont joué qu'un rôle totalement anecdotique dans cette résistance. Et pire, tout courant confondu, le sionisme a des pages de son histoire complètement honteuses vis-à-vis du fascisme et du nazisme. Quand d'abord les fondateurs de ce qu'on appelle
l'aile révisionniste du sionisme, Jabotinsky, celui qui est l'inspirateur aujourd'hui de tous ceux qui sont au pouvoir en Israël. Il y a eu Begin, il y a eu Shamir, et puis après il y a eu Netanyahou, mais même Tzipi Livni, Lieberman, tous ces gens-là s'inspirent de Jabotinsky. Jabotinsky est un admirateur du fascisme italien. Il est l'inventeur de la théorie du transfert des Palestiniens au-delà du Jourdain, et il s'inspirait de ce que les Italiens avaient fait avec les Éthiopiens. Et donc Jabotinsky, lui, il est un admirateur du fascisme italien. Ben Gurion, qui est l'aile dite socialiste, dès la prise de pouvoir d'Hitler en 1933, l'agent juif va signer un accord avec les autorités nazies qui s'appelle accord de Havara, accord de transfert, et qui était l'accord de possibilité pour les juifs allemands plutôt fortunés d'émigrer directement en Palestine avec leurs biens. Il y avait évidemment des contreparties. La contrepartie, c'est qu'il y avait tout un système bancaire qui faisait que ça transitait par des banques allemandes, et que la contrepartie, c'était que le Yishuv, donc les juifs qui étaient déjà établis en Palestine, devaient acheter les marchandises allemandes. C'est comme ça que, dans toute la période qui précède la guerre de 40, dans le Yishuv en Palestine, il y avait des Mercedes, des banques allemandes, et on était obligé d'acheter des marchandises allemandes. Donc dans cet accord assez honteux, il a permis l'émigration de juifs allemands, ça c'était le Yishuv qui le gagnait, et il a permis aux nazis d'écouler leurs marchandises et surtout d'éviter un boycott que les juifs progressistes avaient commencé contre l'Allemagne nazie dès la prise du pouvoir d'Hitler. Donc alors qu'il y a des milliers de juifs qui s'engagent dans les brigades internationales, Ben Gurion rompait cette espèce de boycott en négociant directement avec les nazis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour donner un exemple des préoccupations des sionistes, le Congrès juif mondial tient son assemblée à l'hôtel Biltmore à New York. On est en 1942. On pourrait imaginer qu'il va dire on va mettre toutes nos forces pour combattre le nazisme. La résolution finale, c'est nous créerons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. Ça a toujours été leur priorité absolue. Et l'aile révisionniste du sionisme va déclarer la guerre aux Anglais dès 1939, parce que les Anglais, après la grande révolte palestinienne de 1936-1939, ont arrêté l'immigration juive en Palestine. Ils vont commencer à tuer des soldats anglais, mais ils vont en tuer pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. En 1942-1943, le groupe Stern, qui était une dissidence du révisionnisme, et dont un des dirigeants était Yitzhak Shamir, qui sera pendant 7 ans plus tard Premier ministre d'Israël, assassine des soldats anglais. Ils assassinent Lord Moyne, le haut représentant britannique au Caire, début 1944, alors qu'est déclenchée la grande vague de déportation, la dernière, celle de Hongrie et celle de Grèce. Donc voilà, l'État d'Israël a été dirigé pendant 7 ans par des gens qui ont été, 30 ans avant, d'authentiques collabos, parce que pour moi, assassiner des soldats anglais en 1943-44, c'est évidemment un acte de collaboration. On pourrait citer aussi, c'est Hannah Arendt qui le décrit dans Eichmann à Jérusalem, l'affaire Kastner, quand Eichmann arrive à Budapest en 1944, il va tout de suite voir le Judenrat, le conseil juif, qui était dirigé par des banquiers sionistes, et le marché sera 1600 sauf-conduits pour la Palestine contre les noms de 500 000 juifs qui iront rôtir à Auschwitz. Et ce sera signé. Kastner, l'instigateur de ce sinistre marché, sera assassiné en Israël en 1957 et ces assassins seront acquittés parce que les preuves sont trop grandes de cet odieux marché. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que le sionisme, dans toute cette époque-là, sa priorité absolue, c'est la construction d'un État juif. Et que quelque part, le martyre et la destruction des juifs européens, c'était beaucoup moins son affaire. Ben Gurion lui-même aura cette phrase, si j'ai le choix entre 100 000 enfants juifs venus de l'Empire allemand qui partent en Israël et 500 000 qui partent aux États-Unis, je choisis évidemment la première solution. Leur priorité absolue, c'était pas la survie des Juifs, c'était la construction de l'État juif. Alors, qu'est devenu l'antisémitisme après la guerre ? On aurait pu croire que
d'abord il y a une espèce de stupeur devant la découverte des charniers, y compris pas seulement ceux des camps d'extermination, les Einsatzgruppen qui ont tué 1,5 million de personnes au moment de l'offensive allemande contre l'URSS. On peut se poser la question, est-ce que la création de l'État d'Israël a été une réponse au génocide? Ça a été de la part des Occidentaux et de l'URSS un moyen de se décharger de leur culpabilité. C'est-à-dire que les Palestiniens n'avaient strictement rien à voir avec un crime qui était un crime européen. Mais en gros, la réponse sur la question juive en Europe, ça n'a pas été les Juifs, on a déconné, maintenant on vous donne l'égalité des droits et fini l'antisémitisme. Ça a été maintenant, vous avez un État, vous partez quand vous voulez. Et effectivement, à la Libération, il y a des centaines de milliers de rescapés du Yiddishland qui demandent des visas pour l'Angleterre, pour les États-Unis, pour la France, et à qui on dit, maintenant, c'est Israël et vous partez. Shlomo Sand, par exemple, est né dans un de ces nombreux camps, en 1946, et la seule destination possible pour les rescapés de ces camps, c'était de partir en Palestine. L'Europe et l'Occident se sont débarrassés de leur culpabilité sur le dos des Palestiniens. Mais très rapidement va renaître en Europe un antisémitisme qui est d'abord un antisémitisme d'extrême droite. Les anciens, les compagnons de route de Brasillac, comme Maurice Bardèche et tout, qui vont ressusciter un antisémitisme. Il va y en avoir un à gauche, qui naît de Racinier, qui avait été d'ailleurs à la Fédération anarchiste, avant qu'on découvre qu'il était aussi à Rivarol, qui est un ancien déporté de Buchenwald, et qui va, avec l'extrême droite, faire renaître tout un antisémitisme auquel se rallieront, hélas, des gens venus de notre camp. Je pense à Pierre Guillaume, qui a été un des animateurs de la librairie La Vieille Taupe, dans les années 68, et qui va commencer à s'acoquider à tous les négationnistes, aux Forissons, à tous ceux qui vont nier l'existence du génocide. Donc on a aussi eu, contre eux, Pierre Vidal-Naquet écrira un essai qui s'appelle les assassins de la mémoire, et on peut estimer que les descendants de cette sinistre période existent toujours, avec des gens qui confondent violemment et profondément et volontairement juifs, sionistes et israéliens. Je citerai Soral et Dieudonné, qui sont tout à fait pour moi dans cette mouvance-là. Les gens de la théorie du complot, pour qui quand même il y a forcément des gens qui tirent les ficelles et qui dominent le monde, et que si au hasard c'était tous des juifs, ce serait peut-être pas un hasard complet. On va pas se demander si c'est pas leur connerie qui domine le monde. C'est pas de la connerie, c'est quelque chose de relativement construit. On ne dira jamais assez comment tous ces gens-là rendent un service profond et énorme à l'État d'Israël et au sionisme. Quand Mahmoud Ahmadinejad convoque en 2006 à Téhéran une espèce de congrès où on va retrouver le Ku Klux Klan, tous les révisionnistes possibles et imaginables, Forissons ensemble, évidemment, il rend un service absolument énorme à Israël, qui a toujours dit que s'opposer à Israël, c'était nécessairement être antisémite. Mais aujourd'hui, on arrive à quelque chose de différent. Tous les descendants des antisémites historiques, toute l'extrême droite antisémite est pro-israélienne. Alors comment on a eu ce changement-là? D'abord, il y a eu le rôle des chrétiens sionistes. Les chrétiens sionistes, qui sont des millions et des millions aux États-Unis, les évangélistes, mais qui existent aussi dans d'autres pays. Pour eux, le mal, c'est Armageddon, c'est les Arabes, et les Juifs doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ. Mais évidemment, après, les Juifs doivent se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Donc ces évangélistes qui sont des antisémites, qui ont joué un rôle essentiel, financier et politique dans la création des colonies, sont bien sûr des antisémites, et aujourd'hui, donc, ils sont au pouvoir aux États-Unis. Mike Pence est l'un d'entre eux. Le premier conseiller de Trump, Steve Bannon, en était un. Des antisémites pathologiques qui aident à la colonisation, qui soutiennent à fond l'extrême droite. On trouve aujourd'hui Viktor Orban qui
en Hongrie réhabilite le régime antisémite du maréchal Horthy, qui est un soutien indéfectible de Netanyahou, qui mène une campagne antisémite dans son pays contre George Soros, un milliardaire juif américain d'origine hongroise. Netanyahou a désavoué Soros en disant que c'était un ennemi d'Israël et a parlé de notre ami Orban. On trouve dans les pays baltes, en Ukraine ou en Pologne, des partis ouvertement antisémites, profondément israéliens. Est-ce que c'est un hasard? Non. Toujours la même idée. Les Juifs étaient indésirables comme parias en Europe, mais là-bas, ce sont des amis. On a trouvé les dirigeants de tous les partis d'extrême droite européens qui sont partis en Israël, donc Strache, l'Autrichien, dont le parti de la liberté, entre guillemets, fait quand même 30% des voix en Autriche, Wilders, le Hollandais, De Winter, le Flamand, ils sont tous allés visiter Israël à l'invitation de leur ami Avigdor Lieberman, et toujours sur l'idée, Israël est un pays ami, l'ennemi aujourd'hui c'est l'islam, et ils traitent tellement bien les musulmans qu'on devrait s'inspirer de ce qu'ils font. Marine Le Pen n'a pas encore été invitée, mais son compagnon Louis Alliot a séjourné 1 mois et demi dans les colonies il y a quelques années. Il a décrit Élie et Shiloh comme non pas comme des colonies, mais comme des territoires libérés. Donc cette extrême droite pro-israélienne aujourd'hui, c'est une véritable réalité. Israël est devenu un pays raciste, à la fois contre les non-juifs et à l'intérieur de la société juive israélienne. Contre les non-juifs, il y a les noms d'oiseaux qui sont sortis de façon totalement décomplexée par tous les dirigeants israéliens contre les Palestiniens, qui sont traités de serpents, qui sont traités de Ehud Barak, ce sont des crocodiles, puis vous leur donnez de viande, puis ils en veulent, qui sont tenus par les dirigeants religieux. Ouais. Absolument sans complexe, mais on a aussi des propos racistes d'une très rare virulence contre les Noirs, contre les Soudanais, les Érythréens qui, au péril de leur vie, ont traversé le Sinaï et qui sont arrivés en Israël. Contre eux a été construit le plus grand centre de rétention du monde à Holot. Contre eux, il y a des manifestations à Tel Aviv au cri de Israël est pour les Juifs, le Soudan pour les Soudanais. Contre eux, Netanyahou a déclaré qu'il était impossible de scolariser leurs enfants parce que ce serait une atteinte au caractère juif de l'État. Mais on a un racisme aussi terrible à l'intérieur de la société juive israélienne contre les Schwarz, les Noirs, les Juifs orientaux. Les Éthiopiens. Pas seulement. Contre les séfarades, contre les Juifs orientaux. Ah oui, il y a des scandales terribles qui sont sortis récemment. Le scandale de la teigne. Dans les années 50, les enfants juifs marocains qui arrivaient étaient réputés avoir la teigne. Et donc, on a expérimenté contre eux des rayonnements avec 10 000 fois la dose prescrite de rayonnement. Le rapport parlementaire officiel parle de 6 500 morts. On estime qu'il y en a eu beaucoup plus. Et il y a aujourd'hui des gens qui, pour avoir été irradiés il y a 50 ans, ont des cancers et vont en mourir. Il y a toujours 40 ou 50 ans, on avait déclaré que les femmes juives yéménites pondaient comme des lapines et on leur disait que leur bébé était mort sans leur montrer le cadavre. Et donc on a découvert que des milliers d'enfants juifs yéménites ont été adoptés par des familles ashkénazes ou par des familles juives américaines. Et il y a aujourd'hui en Israël une association qui s'appelle Amran, qui est un peu sur le modèle des folles de la place de Mai en Argentine, essaie de rechercher les origines et qui sont les vrais parents et comment ils ont été enlevés et toute la vérité. Et les Anglais ont fait la même chose. Tout à fait. Les Français avec les enfants de la Réunion, qui ont été en Creuse, ont fait la même chose. C'est toujours le suprémacisme et le colonialisme. Et puis, tout récemment, il y a des femmes juives falachas qui ont été stérilisées à l'insu de leur plein gré au dépôt Provera. Bien sûr, parce que ce sont des Noirs. C'est ce que faisaient les nazis. Avec les femmes. Alors c'est quand même quelque chose que j'ai découvert sur l'affaire des femmes juives yéménites quelques années après Mengele. On n'a pas seulement enlevé des enfants juifs yéménites, on a fait des expériences médicales sur eux. Ils ont servi de cobayes. Voilà. Et dans tout ce chapitre sur l'antisémitisme et le racisme, je rappelle aussi quelque chose qui est un peu mon histoire intime,
qui est le rôle qu'a joué l'antisémitisme dans les pays de l'Est et comment il est revenu après la Deuxième Guerre mondiale en Pologne, en URSS, et comment, alors que des milliers de juifs étaient communistes et croyaient que le communisme serait la solution à leur émancipation, et comment la renaissance de cet antisémitisme que j'ai connu, parce que j'avais des grands-parents soviétiques qui avaient survécu, et j'ai été en URSS petit, je parle russe, et comment cet antisémitisme-là a joué un rôle assez fondamental dans l'émigration postérieure des Juifs soviétiques quand ça a été possible, et en tout cas dans la rupture de très nombreux Juifs avec le communisme qui avait été leur grand espoir. Et je termine en disant l'antisémitisme, c'est pas l'histoire des Palestiniens à aucun moment, et pourtant aujourd'hui c'est devenu leur histoire à l'insu de leur plein gré. Parce que c'est cet antisémitisme qui a permis la création d'un État qui les a expulsés. Ils sont obligés d'intégrer cette histoire qui n'est historiquement pas la leur à leur vie. C'est une malédiction pour eux et ils n'y sont pour rien. Alors bien sûr, la propagande sioniste parle du grand moufti de Jérusalem, qui effectivement a été un collabo, qui effectivement est allé donner ses offres de service à Hitler. Mais Gilbert Achcar, dans un très beau livre qui s'appelle « Les Arabes et la Shoah », explique bien que les Arabes, s'ils ont été touchés par le phénomène nazi, l'ont été infiniment moins que la quasi-totalité des peuples autour, que ce soit les Français, les Italiens, les Espagnols, les Anglais ou même les Américains. Voilà. On avait un grand ambassadeur, le maréchal Pétain, avec son petit copain là, qui était le ministre, je ne sais plus quoi, là, Laval. Entre Laval, ouais, entre Darquier de Pellepoix et Xavier Vallat, oui, non, on a eu l'antisémitisme français. J'en parle pas mal aussi là, ça a été quelque chose de très important. On passe à une autre partie, pas d'intermède musical, on continue? Il est presque 2 heures. Bon alors, ça va, je continue. Dans la partie suivante, je m'attaque un peu, alors que j'en fais partie, au mouvement de solidarité. C'est-à-dire que le mouvement de solidarité en France, je pense qu'il doit changer de cap. D'abord, il a des divisions qui sont assez insupportables, des divisions soit sur des incompatibilités du beurre, et franchement quand on voit les Palestiniens, ils nous disent on ne peut pas se permettre ce genre de luxe, soit sur des divergences idéologiques, et les divergences idéologiques je les aborde. Une partie du mouvement de solidarité en est restée à l'époque d'Oslo, à l'époque des 2 États. Les 2 États, je dis bien que ce n'est ni souhaitable ni possible. Ils en sont restés à l'autorité palestinienne représentante de la Palestine. Plus personne ne peut dire ça. Ils en sont restés à la religion de l'ONU. Or, l'ONU a une responsabilité terrible dans ce qui arrive aux Palestiniens. Le vote du plan de partage en 1947, c'est un crime de guerre. On imagine un peu si l'ONU avait voté la partition de la France. Oui. L'ONU a donné la majorité et les meilleures terres à la minorité juive. L'État juif était d'un seul tenant, l'État arabe, on disait même pas palestinien, était de 3 morceaux séparés. Entre le plan de partage voté en décembre 1947 et le début officiel de la guerre le 15 mai 1948, la quasi-totalité des 400 000 Palestiniens qui habitaient le futur État juif ont été nettoyés ethniquement. Donc l'ONU est responsable de la moitié de la Nakba. L'ONU vote fin 1948 la résolution 194 qui enjoint au nouvel État israélien que les Palestiniens puissent rentrer dans leur pays. Or, que fait le nouvel État israélien? Il détruit leurs villages, il efface leurs traces, il interdit le retour, et quelques mois après, l'ONU admet Israël en son sein en disant qu'Israël se conforme aux résolutions de l'ONU. Et donc l'ONU est responsable du début de l'impunité d'Israël et du début du fait qu'ils peuvent faire les pires violations possibles et imaginables et il leur arrive rien. Par exemple, la résolution 242 après la guerre des 6 jours qui demandait qu'Israël évacue les territoires occupés, le ministre israélien de l'époque, Abba Eban, avait répondu « Vous voulez nous faire rentrer dans les frontières d'Auschwitz ?» Ça montre bien la mentalité sioniste. Et l'ONU s'est pliée et a laissé faire, comme elle a laissé faire la colonisation. Par contre, chaque fois qu'il y a eu des choses qui étaient contre les Palestiniens ou les voisins d'Israël, là l'ONU a été efficace. Pour le blocus de Gaza, l'ONU est impliquée.
Quand il y a la guerre du Liban, l'ONU envoie là-bas la FINUL, la Force des Nations Unies, qui n'a tiré que contre des Libanais, et les 2 invasions israéliennes, elle a regardé les soldats israéliens passer, et elle n'a rien dit. Donc cette religion de l'ONU est quelque chose qui ne va pas. Toujours dans le mouvement de solidarité, il y a des gens qui ont refusé de comprendre que la question du sionisme était une question majeure. Or, il n'y a rien à faire, on ne peut pas ni comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ni lutter efficacement si on ne pose pas la question du sionisme, qui est la question évidemment que pose l'entièreté des Palestiniens. Nous, on a voyagé, on était à Gaza, les gens nous disent, et on s'est toujours présenté Union juive française pour la paix, les gens nous disent, nous n'avons rien contre les juifs, nous sommes contre l'occupation et contre le sionisme, ils savent faire la différence, et on a fait des projets qu'on a réalisés à Gaza, et les gens sont enchantés qu'il y ait des juifs antisionistes. Donc cette question-là, elle est une question majeure qu'on ne peut pas écarter. Il y a des gens qui sont contre le droit au retour des réfugiés palestiniens ou qui sont pour le limiter. Le crime fondateur de cette guerre, c'est l'expulsion des Palestiniens. Sa réparation passe évidemment par le droit au retour absolu et sans aucune contrepartie des réfugiés palestiniens. Sinon, on nie le crime fondateur et c'est totalement impossible dans cette guerre-là. Et il suffit d'aller, comme on l'a fait il y a 2 mois, voir les réfugiés palestiniens du Liban qui vivent dans des conditions affreuses, qui sont des sous-citoyens. On était avec eux le 30 mars à la frontière israélienne. Ils regardaient leur pays, la Palestine. Nier ce droit, c'est complètement surréaliste. Il y a des gens qui sont pour le boycott partiel. C'est impossible. Aujourd'hui, boycotter cet État voyou, c'est essentiellement ce qu'on a à se mettre sous la dent dans le mouvement de solidarité. Boycotter les produits des colonies et boycotter le reste n'a aucun sens. Sur l'Afrique du Sud, on ne boycottait pas les Bantoustans, on boycottait l'Afrique du Sud. Or aujourd'hui, c'est bien l'État israélien qui a installé partout des colonies, donc c'est lui qu'on doit boycotter. Je prends l'exemple de SodaStream, cette saloperie de boisson gazeuse produite en Israël. Est-ce qu'il y a une différence? Son ancienne usine était à Misher Adoumim, en territoire occupé, entre Jérusalem et Jéricho. Ils l'ont déménagé à Arahat, dans le nord du désert du Negev, là où on nettoie ethniquement des bédouins palestiniens d'Israël. Est-ce qu'il y a une différence entre le colonialisme intérieur et le colonialisme extérieur? Pour nous, il n'y en a aucune. Et évidemment, on boycotte SodaStream, où que soit leur usine, comme on boycotte Teva sans se poser la question où sont leurs usines, comme on boycotte Arava. Il faut une carte française quand on est là-bas pour savoir que les produits cosmétiques Arava, la plus grande usine de cosmétiques du monde, c'est en territoire occupé. La frontière a disparu là-bas, ça n'a aucun sens de faire un boycott partiel. Donc un peu sur... Puis, dans le mouvement de solidarité, il y a beaucoup de gens qui font du lobbying. C'est bien de faire du lobbying, mais il ne faut pas s'illusionner. Le lobbying, c'est pas de convaincre Macron qu'Israël est un État colonial. C'est pas convaincre Madame Hidalgo que Tel Aviv-sur-Seine, Tel Aviv n'est pas un exemple de démocratie. Ces gens-là sont des ennemis. Ces gens-là sont complices d'Israël parce qu'Israël, c'est leur État. Parce que c'est un exemple d'État qui arrive à emprisonner et à 2 millions de personnes à Gaza, qui arrive c'est un exemple comment on peut traiter les pauvres, comment on peut traiter les populations réputées dangereuses. C'est le pays qui va vendre des armes en disant, vous savez, les nôtres sont efficaces, on les a expérimentés sur les Palestiniens. Donc les États qui sont complices d'Israël, tout l'Occident, c'est parce que c'est leur État, c'est parce que c'est le modèle d'une reconquête coloniale. Donc il ne faut pas les convaincre, il faut créer le rapport de force contre eux pour les obliger aujourd'hui à boycotter et à sanctionner cet État voyou. Le boycott culturel marche bien aussi. Pardon ? Le boycott culturel marche. Voilà, bien alors aussi. justement, le dernier chapitre, voilà, le dernier, j'en ai quand même un tout petit que je veux dire. Il y a un chapitre qui s'intitule « Alors vous voulez jeter les Juifs à la mer ?» Je dis exactement le contraire. Je suis pour le maintien des Juifs sur ce territoire. On ne réparera pas un nettoyage ethnique par un nettoyage ethnique, mais ça signifie le démantèlement de l'entièreté des institutions qui ont mené à l'apartheid, c'est-à-dire de l'État juif. Donc, est-ce que ça s'appellera Israël? Je ne pense pas. Je suis pour le vivre ensemble dans l'égalité des droits. C'est la seule condition pour que les Juifs ne subissent pas le sort des croisés. Et je compare justement Israël
à l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester? C'est la fin de l'apartheid, c'est pas le maintien de l'apartheid. Et je compare aux Pieds Noirs, qu'est-ce qui a fait que les Pieds Noirs ont dû partir? C'est qu'il n'y avait pas de mouvement en Algérie chez les Pieds Noirs demandant l'indépendance. Et s'il y en avait eu un, il serait resté évidemment. Alors le boycott, je termine là-dessus, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est vraiment aujourd'hui, il faut d'abord les revendications du boycott, elles sont claires, c'est liberté, égalité, justice. Donc c'est vraiment des universels. Je rappelle que les gens qui soutiennent Israël, la France, l'Europe, les États-Unis, le soutiennent en connaissance de cause. Donc le boycott, c'est pour les obliger à sanctionner. Je montre qu'il a obtenu quand même de très grands succès déjà. Parce que dans BDS, il y a le D et le S. Il y a énormément de sociétés qui ont désinvesti ou qui ont perdu énormément d'argent parce qu'elles avaient investi en Israël, à commencer par Alstom, Veolia ou Orange, pour citer des sociétés françaises. J'explique que il n'y a que les sanctions qui pourront déclencher quelque chose. Tant que cet État sera impuni, le rouleau compresseur colonial va continuer. Je dis que le boycott, c'est aussi important pour les Juifs, parce que le projet israélien, il est suicidaire pour nous. Donc c'est l'universalisme, le vivre ensemble dans l'égalité des droits, c'est le boycott d'Israël. Et on se félicite qu'il y a à l'intérieur d'Israël un mouvement qui s'appelle Boycott de l'intérieur et qui dit c'est la seule façon de sauver notre pays, c'est de le boycotter. Notre société n'a aucune possibilité de s'arrêter d'elle-même. Bon, bah, le boycott aussi, c'est ce qui réunit la Palestine fragmentée, parce que justement, le sionisme a fait éclater la Palestine et toutes les composantes de la société palestinienne, tous les partis qui peuvent se déchirer, ils ont unanimité pour dire le BDS, c'est notre espoir. Effectivement, pour nous, le boycott, il est total. Il doit être politique, économique, commercial, culturel et universitaire, parce qu'Israël vend essentiellement sa culture et ses sciences. Syndical, sportif, regardez, même si c'est pas ma tasse de thé, regardez l'importance qu'a eu le fait que l'équipe argentine ne soit pas allée jouer son match amical en Israël. Et on rappelle que l'expulsion de l'Afrique du Sud des Jeux Olympiques avait été un élément déterminant dans la lutte du peuple sud-africain. Je m'arrête. Super. Bon, donc tu peux rappeler, donc ce livre va sortir en librairie. Alors le livre par voie militante, on l'a déjà, puisque tout à l'heure on va à la maison des associations et on en a une trentaine en vente directe. On peut aussi l'avoir en le commandant directement à Acracy. On leur envoie 12 € et port compris, on peut l'avoir individuellement. Pour les groupes qui veulent en vendre, ben vous vous adressez à Acracy, il en a plein, il peut vous le donner. Donc Acracy, son adresse c'est les Sarres, 86 310, La Bussière, c'est pas loin de Poitiers, c'est Jean-Pierre Duteuil, l'OCL. Et donc je suis édité chez Les Libertaires. Ça va, il gagne des sous avec moi, donc je suis content. Et aussi, devait être content. Hein. Voilà. Et sinon, il va sortir en librairie, m'a dit Jean-Pierre Duteuil, en juillet, même si parfois c'est annoncé en août. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Pierre.